question pour un ludopathe. Face à face final. Un indice tout de suite sur votre écran. Top! Je suis un jeu pour 4 joueurs au moins. Mon matériel inclut des éléments en bois dans sa version d'origine. Je propose aux joueurs d'exploiter des ressources comme le bois, la pierre, le mouton. Agricola. C'est non. Top! Des hexagones en carton présentent mes lieux principaux. Je me déroule sur une île modulaire. Je permets la conversion de ressources généralement 2 pour 1. Je mets en scène de petits bâtiments. Chaque bâtiment... Les colons de Catane. C'est non. Top! Chaque bâtiment peut évoluer vers un bâtiment plus puissant. Mon titre fait clairement référence à un lieu bien connu sans clairement être intégré dans le jeu. Je suis... Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Quayside, un jeu de David Turci et Monsieur Richard Bride, mis en voté par Vicky Dalton, si mes souvenirs sont bons. Quayside, c'est un jeu de placement, de programmation, d'optimisation. Et c'est tout. Voilà, un petit peu de contexte. Ouais, le contexte. Donc, on a fait des parties à 3 ou 4 joueurs. Dans le jeu, il y a une sorte de partie d'initiation qu'on a faite. Ensuite, on a fait la vraie partie, on va dire. Et puis, en termes de tuiles objectifs, donc on a fait ces premières parties d'initiation qui sont les tuiles noires qui sont prédisposées pour le jeu. Ensuite, on a essayé aussi une partie complètement rouge pour voir finalement toute l'étendue des tuiles. Et puis ensuite, des tuiles mixtes, vraiment comme le jeu le recommande. C'est un jeu que j'ai souhaité acheter parce que j'ai bien aimé l'ancien titre de Monsieur Richard Brice dans la série des Key, comme Keyflower. Et je voulais essayer, comme je l'indiquais en fin de compte dans une vidéo de la liste des scènes 2025, ce que ça pouvait donner quand il se confronte enfin à un autre auteur, là, David Turci. C'est un jeu donc acheté à Essen. Exactement. Et au niveau de la règle, vous le voyez, c'est le jeu de façon entre Keyflower, qui date de 2012, et celui-là actuel. Vous ne voyez pas trop de différence, en fait, parce qu'il a vraiment repris la recette qu'il aime bien. Et au niveau de la règle, ça reprend une règle de 2012 quasiment, donc un peu austère quand même. On a presque l'impression qu'elle est un peu faite sur Word. Mais elle se lit quand même. Par contre, c'est vraiment le genre de jeu, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais je lis la règle, je comprends tout ce que je lis, mais par contre, très difficile d'imaginer vraiment comment se passe l'action, comment ça se déroule, le déroulé. Et on est vraiment dans ce genre de jeu-là. Donc, moi, je conseillerais, si vous êtes un peu comme moi, de éventuellement simuler peut-être 1 ou 2 tours tout seul avant de l'expliquer à quelqu'un, ou éventuellement de voir une vidéo explicative. Bon, sinon, c'est le jeu finalement où on n'a pas fait tant d'erreurs de règles, même sur la première partie. Après vérification, il n'y en a pas eu trop. Le seul point qui nous a gêné, et là en effet par contre on n'a pas de réponse parce que j'en ai pas vu sur Board Game Geek, c'est les fameux polders, donc les polders qui sont ces petites avancées sur la mer, qui s'installent entre 2 tuiles. Nous on suivait vraiment l'aide de jeu, et l'aide de jeu semble indiquer que ce bonus se déclenche quand vous êtes justement leader ou suiveur au niveau des dés. Mais c'est vrai que dans la règle, un peu plus tard, on a presque l'impression que c'est un pouvoir dont on pourrait bénéficier tout le temps, même si on n'est pas présent. Bon, nous, on a tranché en suivant, entre guillemets, l'aide de jeu qui semble indiquer que... Mais voilà, bon, à part ce point-là, le reste, c'est allé. Je suis sûr qu'une clarification viendra. Alors, ça demande 25 minutes d'explication, peut-être un peu plus. C'est pas simple. Alors, on va essayer de dégrossir un tout petit peu. Vous avez 6 D6 de 6 couleurs différentes, et chacun va avoir une valeur également différente. Grâce à cette valeur, vous avez déplacé l'un des 3 bateaux autour de l'île pour placer l'un des meeples disponibles dans le bateau de la même couleur, et vous allez pouvoir placer un de vos Keeple, tout petit meeple, à votre couleur, qui est disponible sur la case que vous venez, d'activer. On peut aussi dépenser ce dé pour monter sur l'une des 6 pistes que l'on a devant soi, qui sont un peu des pistes de technologie qui donneront à chaque fois un bonus. Chaque joueur va ainsi dépenser ses dés, puis une fois que tous les dés ont été dépensés, le joueur, qui a donc dépensé ses dés, va pouvoir activer un lieu. Il est possible qu'on se désynchronise à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire activer ce lieu ? C'est un lieu où on a posé l'un de ses keeples et qui a un dé de la manche en cours, on les retire et on fait l'action qui est précisée sur la case. Vous allez pouvoir obtenir des ressources, du bois, de la pierre, des animaux, du blé, des keeples aussi. On va pouvoir régénérer sa population, on va pouvoir convertir ses ressources en polder sur certaines actions, on va pouvoir déplacer ses keeples, commercer, construire des petites baraques qui sont en fin de compte des sources de points pour la fin de partie. Bref, on va pouvoir aussi mettre des keeples qui donc offrent l'action qui va aussi scorer à la fin.
Oula, j'ai à peine dégrossi le jeu, j'ai vraiment pas dit grand-chose. Allez voir la vidéo de Chaps, il vous dira tout. Et ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas évident de s'imaginer la chose quand on l'explique comme ça. Ça semble simple, mais c'est pas évident. Ça n'est pas du tout. Au niveau de l'édition, bon, là, il y a des choses à dire. Moi, évidemment, je lui pardonne pas mal de petites choses parce que, comme je disais, et comme la règle, au final, quand on voyait les deux jeux entre 2012 et maintenant, c'est le même jeu, c'est la même typologie de matériel. Donc, on est vraiment sur quelque chose de, on va dire, très épuré, très simple. Alors, certes, il y a quand même des petits animaux à la Agricola, il y a quand même ces blés qui ressemblent à des blés, mais bon, sinon, la pierre et le bois ressemblent à des choses un peu anciennes, voilà. Sinon, bon, la lisibilité, il y aura des choses à dire. Moi, celle qui m'a plus gêné, évidemment, c'est celle sur les tuiles marché, parce qu'évidemment, quand tous les joueurs se retrouvent sur ces pauvres petites tuiles, les 4 meeples, du coup, c'est foutu. Vous pouvez plus du tout lire ce qu'il y a. Bon. Donc, il y a des choses à dire. Moi, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la mise en place. La mise en place est étonnamment simple et facile à se rappeler. Je peux presque vous la dire de tête. Vous allez mélanger vos 12 tuiles actions, vous allez mélanger 12 tuiles, objectif, recto, verso, n'importe comment vous les mettez. Vous mettez vos petites tuiles marché, vos petites tuiles pâturage. Vous prenez 6 meeples, à vous, 6 keeples comme ils disent, et vous les mettez au centre. Et je crois que je viens de littéralement tout vous dire de tête pour vous dire à quel point c'est simple. Et à deux, ça prend 5 minutes de faire cette mise en place. Et donc, on rentre tout de suite dans le jeu et ça, j'aime bien. C'est pas joli. C'est pas joli, c'est rudimentaire. Les plateaux joueurs sont des feuilles cartonnées, hein, c'est même pas un morceau de carton, c'est une feuille assez souple. Et ce n'est pas des plus pratiques, hein, on va se l'avouer, ça peut un peu valdinguer, c'est pas très grave. Il y a certaines actions, tu l'as dit, qui vont pas être lisibles en fonction de la place du joueur. Enfin non, tu l'as pas dit, tu as évoqué toi les marchés, et là je confirme, en cas d'influence sur un marché, on va rien dire. Ce que je dis, c'est qu'il y a les places d'action qui vont être à l'opposé du joueur, il va pas pouvoir forcément les lire parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'entasser dessus. Et très vite, ça va devenir compliqué à lire. Il faudrait vraiment que le plateau soit bas et bien plus grand. Les prairies aussi deviennent très bazardeuses, j'ai envie de dire. On va placer des animaux pour choper quelques ressources. Pour peu qu'on l'ait mal placé ou qu'on ait placé un bœuf qui est assez volumineux vis-à-vis du mouton, c'est normal, on va pouvoir cacher une petite ressource qui est disponible. Donc il y a une question de lisibilité du jeu qui est vraiment là. Alors les animaux sont mignons, je confirme. Ça fonctionne en fait tout ça pourtant. On lui passe en fin de compte le côté rudimentaire du matériel. On s'en détache assez facilement finalement pour se plonger parce qu'on va être dedans tout le temps, on va y revenir. L'iconographie à mes yeux elle est bonne à 98%. Alors pourquoi je dis ça, c'est que il y a des icônes qui posent question. On se demande pourquoi quand ce n'est qu'une seule couleur d'un joueur qui est disponible ou qui va être appliquée, on a toutes les couleurs des joueurs. C'est curieux. Et pourtant, quand tout le monde gagne, des fois, on va avoir un truc aussi multicolore. Enfin, c'est pas forcément très, très, très limpide. Il y a quelque chose que j'ai apprécié cependant, c'est que le plateau où on a les petites maisonnettes pour les scorings de fin de partie, tout est rappelé en bon texte. Alors là, c'est en anglais. Tout est indiqué en dessous de la tuile. Donc, si on comprend pas l'iconographie, c'est rappelé tout de suite sur le petit plateau où on a chopé la tuile. C'est vraiment, vraiment bienvenu. Bon, en résumé, moi, je dirais que c'est un matos d'un autre temps. Qui est fonctionnel, qui a volonté d'être suffisamment attrayant sans vraiment recherche de ce côté-là. C'est pas ergonomique, c'est pas pensé totalement pour un joueur, c'est juste purement fonctionnel avec ses défauts. Et ce que tu as dit est vrai, c'est-à-dire c'est quand même écrit petit dans beaucoup de cases. Par contre, on peut dire qu'en effet, la contrepartie, c'est qu'il ne prend pas énormément de place sur la table, parce qu'évidemment, ils ont tout condensé comme ça. Donc, vous pouvez jouer sur une toute petite table, c'est du coup la contrepartie de cette lisibilité. En termes de sensations, alors, c'est un peu difficile à dire, hein. On a un peu du mal à le catégoriser. Bon, moi, au final, je dirais quand même que ça ressemble beaucoup à une pose d'ouvrier avec ses dés. Au final, on vient poser son dé pour pouvoir y ajouter un ouvrier pour pouvoir réaliser les actions derrière. Vous avez un peu cette sensation qu'on a vue récemment là dans Luthier aussi, c'est-à-dire que finalement, les actions vont être activées par les joueurs un peu comme ils veulent. Donc, on peut vous shipper une activation. Donc, il y a un peu cette désynchronisation qui existait déjà dans Luthier. Au début, les sensations, c'est vous allez être perdu, je pense. Faut se le dire, parce qu'en effet, c'est très dur de se projeter sur le scoring, sur la première partie. Et pour cela, le jeu a fait quelque chose qui est intéressant. Il a fait cette partie d'initiation qui vous donne tout de suite une première petite tuile scoring, qui vous place un keeple à un endroit aussi pour vous dire, tiens, cette case-là, tu pourras déjà la scorer, donc tu peux à peu près t'y décider. Mais bon, ça reste juste une toute petite piste et on est quand même un peu noyé. Donc, c'est un jeu où il faut vraiment
voilà, cette sensation d'être perdu, il faut essayer d'en faire une deuxième partie derrière pour évidemment la gommer un peu. Voilà, sinon c'est sympathique. On vous demande en effet de faire une sorte de grand ranch à la Agricola. Donc vous pouvez récupérer plein d'animaux, plein de ressources. Tout ça, ça vous aidera. Tout ça, ça peut vous donner du scoring, donc c'est plutôt bien. Et puis, vous allez vivre une partie aussi en termes de timing de jeu qui est assez, qui est pas du tout linéaire, parce qu'au début du jeu, on cherche un peu à conquérir cette île. À la deuxième partie, on commence encore à s'étendre un peu plus et surtout à se frotter aux autres. Et puis à la troisième, où là, ça devient un peu une guerre nucléaire parce que on commence à se marcher clairement sur les pieds. Les gens se regroupent à des positions bien stratégiques, qui sont parfois les mêmes que les autres joueurs. Donc vous avez vraiment une histoire qui évolue et qui est plutôt intéressante. Oui, des doutes. Moi, je dirais des doutes. Il fait penser quelque part à Sankoré parce que dès le départ, donc tu l'as dit, on va se placer sur différentes places. On va faire des paris, en fin de compte, au départ. Et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qu'on va pouvoir combiner ensemble pour pouvoir scorer le mieux. Donc quelque part, il me fait penser à Sankoré. Ce n'est qu'une pensée. Attention, ne voyez absolument pas de rapprochement mécanique dessus. C'est pas le cas. Il y a 3 manches. Je vais aller un tout petit peu plus loin que ce que tu dis. On va avoir 3 manches qui vont se ressembler mécaniquement, totalement mécaniquement. C'est la même chose sur les 3. Pourtant, elles n'ont pas du tout la même teinte. Donc, pour compléter ce que tu dis, dans la première manche, on va se placer pour des actions, pour se créer un petit moteur de ressources, de conversion. Pourtant, rien n'est définitif, car on peut bouger grâce à d'autres actions. Encore faut-il s'y être placé pour pouvoir en bénéficier, et puis s'offrir un peu de souplesse tout au long de la partie. Les tuiles scoring, les maisonnettes sont en complément. Vous pouvez vous guider avec ça pour vous dire « Tiens, je vais aller dans cette recherche de points ». La seconde manche viendra appuyer ces paris ou piquer des places importantes, voire presque bloquantes pour les autres joueurs, parce qu'on va avoir deviné, impossible lors de la première partie, on va avoir deviné ce qu'ils sont en train de fabriquer, puis on va se dire, tiens, je vais me positionner là pour éviter qu'ils ne fassent trop de points à la fin de la partie. Et enfin, lors de la troisième manche, du placement, ou plutôt du déplacement des keeples, on va vraiment aller chercher à optimiser un maximum les points qu'on peut faire, parce qu'on a tracé sa route, si je puis dire, pour maximiser des tuiles multiplicateurs, pour piquer une maison ou essayer de monter une piste jusqu'au bout. Je fais une petite aparté d'ailleurs. Il y a une case de marché qui, à mes yeux, est indispensable. Vous ne la faites pas, c'est foutu. Cette case, c'est de dire je vais convertir du blé sur une montée de piste. Si vous ne faites pas ça, et que quelqu'un d'autre le fait, c'est foutu. Vous avez perdu, je vous l'affirme. Ensuite, il y a le monsieur Feld qui est là comme un fantôme. Il est vraiment pas loin. On a une véritable salade de points à la fin de la partie. Mais alors, c'est un feuillet Excel. 24 types de scoring différents pour la fin de partie. C'est assez impressionnant. Vraiment, sortez la calculette, ça sera indispensable pour pas se planter. Pour peu qu'on ait oublié un élément à compter, dont le jeton premier joueur qui sert de ressource joker à la fin. Ça nous est arrivé sur une des parties. C'est rigolo, faut compter. Voilà. Vraiment des sensations, en résumé, de s'encorer quelque part, parce qu'on va définir nous-mêmes comment on va conquérir nos points, et on ne sait pas très bien ce qui va fonctionner ou pas. Et un placement d'ouvrier qui va évoluer donc sur ces 3 manches, c'est assez précieux. Oui. Et en plus, pour rien gâcher au plaisir, il y a quand même une interaction qui est très présente. Non seulement parce que le joueur actif va décider de placer un dé, et donc à votre tour, si votre dé vous le permet, vous pouvez vous impliquer dans son action, le suivre. Donc vraiment, c'est un jeu où finalement, on est intéressé à chaque fois par les tours des autres et ce qui se passe. Bon, évidemment, sur le plateau, il y a une interaction folle. Cette pose de dés, vous pouvez vraiment bloquer quelqu'un en y mettant un 1 et du coup empêcher complètement les autres de suivre et vous réservez un peu cette action pour vous. En rajoutant un dé, en suivant quelqu'un, vous pouvez le faire basculer d'une action qui n'était pas très chère à une action beaucoup plus chère, et vous pouvez peut-être presque le faire juste pour l'embêter, même si parce que ça vous permet de vous débarrasser de votre dé, et au final, l'action, vous vous en fichez un peu. Voilà, et évidemment, il y a tout ce qui se passe sur le plateau. Et évidemment, il faut faire très attention aussi, du coup, est-ce que les gens suivent beaucoup avec leur dé? Parce que s'il y en a qui suivent beaucoup, ils vont se retrouver très vite dans la phase d'activation, alors que vous, il vous reste des dés. Et donc, ils vont activer des actions qui peut-être vous conviennent pas au niveau du timing. Évidemment que si vous avez besoin de pierres avant d'aller construire votre polder, vous avez envie d'aller à la carrière. Le problème, c'est que si quelqu'un vient activer le polder tout de suite, vous vous retrouvez sans possibilité d'action et c'est foutu. Donc, il y a de la tension tout le temps, et c'est ça qui est bien. On est actif finalement à tous les tours, ça c'est bien aussi. Et il n'y a pas non plus de vol de place, et ça c'est bien aussi. Une fois qu'on a pris possession, il n'y a pas une règle qui peut vous dégager, etc. Donc il n'y a pas non plus complètement de combat ou de confrontation qui pourrait faire que le jeu devienne une vraie bataille. Oui, on se suit, ou pas, on se bloque.
Ou pas. Ah. On se pique une tuile avant l'autre, ça arrive beaucoup. L'interaction, elle est jamais directe, elle est jamais véritablement négative. Il n'y a pas de blocage total, hein, mais il peut y avoir un empêchement, on va dire ça plutôt. Un empêchement de maximiser un scoring pour un autre joueur. En tout cas, impossible d'ignorer le tour d'un joueur pendant la partie. On ne peut pas aller sur son téléphone si on loupe quelque chose et qu'on se dit « Ah, je veux me placer », c'est loupé. Il est là, il demande vraiment à ce qu'on cherche à se dire je veux en profiter, je veux pas en profiter. Donc on est constamment confronté, dans le bon sens du terme, aux autres joueurs. Puis il y a une interaction aussi qui se prépare. Elle se prépare, cette interaction entre deux tours, parce que les joueurs vont choisir la valeur de leur dé. Donc quelle couleur j'attribue à quelle valeur, ou l'inverse, quelle valeur j'attribue à quelle couleur, pour se dire, bah tiens, ce dé-là, vu qu'il a une petite valeur, je vais plus facilement suivre avec, plutôt qu'un dé avec une grande valeur. Donc on va choisir de la manière dont on va interagir avec les autres, ou potentiellement plutôt interagir avec les autres. C'est assez sympathique. Pour moi, ça fonctionne très très bien. C'est un grand bonheur que cette interaction dans ce jeu. Alors par contre, il faut faire attention parce qu'il ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. Déjà, si vous êtes le type de joueur qui aime des jeux jolis avec une bonne présence sur table, bah, vous allez passer votre chemin parce que, un peu, à part ces jolies barques et ces jolis marins un peu dessinés, il n'y a pas grand-chose d'autre. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut quand même... donc, ce que je disais, c'est que la première partie, elle risque d'être un peu compliquée. Donc, c'est un jeu qui est clairement difficile de donner... d'avoir un avis, ne serait-ce que positif ou négatif, sur ces sensations, parce que clairement, à mon avis, vous avez un peu surnagé, et il est évident qu'à la deuxième partie, vous allez déjà prendre beaucoup plus de plaisir. Donc si vous faites partie de ces gens qui aussi a besoin d'être tout de suite dans l'extase à la première partie, il faut peut-être passer son chemin aussi, quoi. Et puis, par contre, alors les joueurs qui aiment les salades de poing, tu l'as dit, alors là, vous êtes servi, vous pouvez foncer, parce que je pense qu'on est dans de la salade de fruits, salade de poing de folie, quoi. Oui, il n'y a pas de temps mort. Ça, c'est un vrai grand plus du jeu. Il n'y a aucun temps mort. Il demande vraiment une attention du début à la fin de la partie. Ça peut être un petit peu fatigant pour certaines personnes. Et je le redis et j'insiste dessus, il faut accepter d'aller au-delà de la première partie. C'est vraiment compliqué de se projeter pendant la première partie, de se dire est-ce que c'est intéressant de suivre ou pas, de dépenser ses dés trop rapidement ou pas. On ne sait pas où on veut aller. Je parlais de choix de valeur de dés tout à l'heure. C'est ça, la programmation dont je parlais au début. Elle est là, la programmation. Et c'est plutôt exigeant comme programmation, parce qu'il va falloir se projeter et de se dire, tiens, ce dé-là, je vais faire telle action, telle action, telle action, et de se contredire ou d'accepter que quelqu'un la fasse aussi et qu'on perde un petit bonus. Faut se fixer une stratégie et s'y tenir. On peut y déroger, il faudra y déroger, mais il faut se dire dans quelle direction je veux aller. Il y a une étude un peu du plateau de se dire ah tiens, il y a cette action qui est combinée avec tel marquage de points, parce que chaque lieu d'action, où elles sont 12, vont être associés aléatoirement à un marquage de points différent, aléatoirement au niveau de la partie. Il y en a 24 différents, il n'y en aura que 12 qui seront choisis. Ça demande de l'étudier quand même, ce plateau, et de se dire bah tiens, là, il y a plus une opportunité, c'est plus simple de combiner là, ces deux-là ou pas. Ça demande vraiment une réflexion au départ. Pour se poser la question de savoir si je vais y rejouer ou pas, clairement oui. Enfin, vraiment, chaque partie a été différente, très poussée différemment. On a modularisé pas mal d'éléments. Quand je dis modularisé, c'est qu'on peut changer un scoring sur une case, on peut choisir d'imposer des valeurs de dés à des joueurs, ce qui est proposé dans la partie d'initiation. On peut dire bah tu le fais aléatoirement ou tu peux le fixer toi-même. Enfin, il y a plein de façons d'aborder ou de combiner ce jeu qui est vraiment agréable. Ouais. Moi, j'y rejoue aussi. Je trouve qu'il s'installe vite. Voilà, on l'a dit. Finalement, il se joue assez rapidement. Les 3 années de jeu fait que c'est un jeu qu'on peut jouer le soir sans trop de problèmes, y compris à 4. Finalement, cette salade de points, moi, je la trouve incroyable, en fait. Tu avais dit combien 24 Oui. ou 23 24 scoring possibles. Finalement, je pense que c'est quand même vachement plus drôle d'avoir 24 scoring possibles que des jeux où il y a 27 ressources, Wing Wings Evolution, quoi. Et ça pourrait sembler trop, mais en fait, non, parce que ça vous ouvre un éventail qui fait que si vous avez un peu de tout,
et en grande quantité, bah, vous pouvez peut-être scorer énormément de ces choses-là. Et à vous après d'optimiser dans la dernière manche, mais vous ferez quand même des points et il se passera quand même pas mal de choses. Voilà, et ce que j'adore, c'est justement dans ce scoring, c'est quand vous voyez ces deux feuilles et que le scoring commence, il y a un petit feeling pour ceux d'Eurovision. C'est-à-dire, on fait la première ligne à 6 points, 9 points, 20 points, et on commence, et d'un seul coup, on entend des 56 points, et ça arrive comme ça. Et du coup, c'est un jeu où, même pendant le jeu, c'est très difficile de dire qui est en train de gagner. On a quand même des doutes, mais vous pensez jamais aux 24 scoring possibles, et ceux qui sont sur le plateau personnel du joueur, vous les voyez, mais vous les comptabilisez pas vraiment. Il n'y a que ceux sur le plateau qui sont vraiment complètement compréhensibles. Donc, il y a cette surprise à la fin, et parfois, vous pensez que vous avez fait un score tout nul, et en fait, pas du tout. Et c'est la victoire, ou vice-versa, et ça, j'aime bien. Bon, puis il y a des scorings qui peuvent être multipliables, et puis bah, d'autres qui vont être un peu délaissés, qui sont plus une aubaine de dire, bah tiens, tu vas grappiller 10 points. En note, moi, je lui donnerais une barbe bien fournie, presque à la limite fleurie. Cependant, j'irai pas jusque-là, parce que l'édition est digne des années 2000, il y a des manquements, il y a des choses qui vont pas, mais c'est une véritable, vraiment une bonne surprise. C'était agréable. L'aléatoire sur les 12 actions qui va renouveler les parties à 3 qui sont différentes de celles à 4, parce qu'à 4, bah, vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont chercher à se placer sur des actions, et ben on va vite dépenser nos dés ou on va en avoir trop. Il y a quelque chose de différent qui va se passer. Toutes les configurations vont faire que le jeu va se renouveler, va proposer quelque chose de différent. Et en plus, on va ajouter à ça des plateaux asymétriques qu'on n'a pas encore essayé, qui vont encore une fois modifier la partie à 3 ou à 4 joueurs. Bref, on va avoir une myriade de possibilités en configuration, en façon de marquer des points, en opportunités. Joie. Moi aussi, je suis à la barbe bien fournie, limite fleurie, mais je pense que même au montage, peut-être que si vous voyez une fleurie, c'est peut-être normal, parce qu'en vrai, j'arrive pas à lui donner vraiment d'inconvénients. Et en effet, le seul inconvénient, tu l'as donné, c'est un peu l'édition. Mais bon, on a appris qu'un Trafin allait sortir la version française. S'il corrige les 2-3 erreurs d'iconographie, des icônes qui manquent, et précision des points de règle, bon, moi je trouve que ça fera déjà beaucoup le job. Donc en effet, chez moi, il coche beaucoup de cases avec ce scoring incroyable, ce feeling pendant cette évolution de la partie qui est vraiment pas du tout monolithique. L'interaction est là, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop peu. Pour moi, elle est juste au niveau où il faut. Voilà, je comprends du coup que sa deuxième place au Diamant d'Or, pas si loin du premier, je pense est méritée. Après, on n'a pas joué encore à Adam's Dream, ça va venir, donc on va pouvoir un peu le placer, mais je comprends du coup qu'un Trafin ait aussi sauté sur l'occasion de le prendre. C'est sûr qu'il faudrait possiblement évoluer son édition et la pimper pour la rendre à un jeu moins de 2012. Mais bon, ils n'auront peut-être pas possibilité. Et voilà, et puis tu l'as dit, grosse rejouabilité. Même quand on rejoue là, sur les dernières parties, je vois encore des optimisations possibles. Je vois des erreurs que j'ai faites, malgré que j'ai fait beaucoup de points. Donc je me dis, c'est dingue, le moment où arrivera cette partie parfaite. Je pense que ça peut encore attendre longtemps, et c'est pour ça qu'il est bien. Et voilà, c'est tout pour Quayside. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Profitez-en pour vous abonner et abonner votre mémé à la chaîne. Nous, on continue à produire des critiques. Il y en a plein ici. À bientôt!